Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. On est ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de review de cartes ensemble. Vous connaissez désormais le principe, l'idée, le concept. On voit ensemble 15 des nouvelles cartes de l'extension. Alors aujourd'hui ce sera 16 pour la simple et bonne raison que je me suis planté sur une carte la semaine dernière. Effectivement, Parjurer les ténèbres, ça ne fait pas exactement ce que je pensais. Ça ne remplace pas vos cartes démonistes par des cartes qui coûtent 1 de moins, par exemple, dans la façon où ça remplacerait une carte qui coûte 2 par une carte qui de base coûte 1. Mais ça remplace une carte par une autre carte aléatoire, et cette carte, son coût se voit réduit de 1. Par exemple, si vous avez en main un Nimgang Boss, il peut être remplacé par Tyrion, et ce Tyrion coûtera 7. Voilà, tout simplement. Donc ça c'était pour le petit erratum. Et maintenant, on se lance sur les nouvelles cartes que je veux vous présenter. Certaines de ces nouvelles cartes sont en anglais parce que tout simplement les versions françaises ne sont pas encore sorties. Vous avez vu le fond qui est derrière moi. Vous avez compris que aujourd'hui, on allait parler notamment des cartes en rapport avec Isharaj. Oui, la prononciation est un peu compliquée. Honnêtement, je le prononce à l'anglaise. Je ne sais pas comment on le prononce. Comment les Français le prononcent en général, mais voilà, on va dire Isharaj pour cette vidéo. Et c'est parti. Doom, dont le nom français pour le coup, je ne sais pas s'il est connu, mais en tout cas j'ai pas trouvé la carte, la carte en français. Ça détruit toutes les créatures et vous piochez une carte pour chaque créature. Alors, ça pourrait être très fort dans pas mal de classes. Malheureusement, c'est une carte démoniste. En démoniste, on a déjà une carte qui détruit toutes les créatures. Ça s'appelle Néant distordu. Et on a déjà un truc qui pioche toutes les cartes de votre deck. Ça s'appelle votre pouvoir héroïque. Donc, à partir de là, Doom, c'est une carte qui est un peu too much. C'est-à-dire, on a déjà des effets qui existent, on a un peu tout combiné dans une seule carte, et ça donne un truc qui est trop cher et pas utile. Donc ce sera pas joué. Le concept est marrant, et ça fait très dieu très ancien, machin, tout ça, fin du monde, Armageddon. Mais c'est pas une bonne carte. Voilà. Le thé de chardon. Beaucoup de choses ont été dites sur cette carte, notamment par Torque, mais je pense que il y a du très bon dans cette carte. Il y a du très très bon. Mais il y a aussi une grosse part d'aléatoire. Vous piochez une carte. Bon, vous prenez une carte de votre deck, c'est une carte voleur. Donc il y a beaucoup de cartes qui sont à faible valeur ajoutée, puisque le but des cartes voleurs, c'est d'en jouer plusieurs dans le même tour pour faire des combos. C'est une carte qui a potentiellement une assez faible valeur. Par exemple, vous piochez 3 préparations, des choses comme ça, c'est pas top. Cela étant, vous piochez 3 préparations. Vous avez un commissaire-priseur, un truc comme ça, paf, méga combo. Vous avez Maligos, paf, méga combo. Ok, donc 3 préparations, c'est pas si mal. On se disait que ça serait une des plus faibles. 3 backstab. 3 backstab, bah, vous allez pouvoir faire vos petits dégâts, etc. Faire des combos, activer toutes vos combos. Pareil, piocher, activer Maligos, etc. Finalement, 3 backstab, c'est pas si mal. Et donc petit à petit, en fait, plus on voit la carte, plus on se dit que si on arrive à la mettre en place, ça coûte quand même 6. Mais si on arrive à la mettre en place, et qu'on arrive à avoir un tour où on est capable de la développer, c'est une carte qui peut avoir une énorme valeur ajoutée sur un deck voleur. Après, est-ce que le fait de piocher, c'est-à-dire via des sprints, des choses comme ça, n'est pas tout simplement meilleur parce que vous allez filtrer votre deck et piocher diverses cartes, plusieurs cartes différentes, au lieu d'une seule et même carte? Difficile à dire, on ne sait pas trop à quoi va ressembler le voleur après l'extension, donc je vous invite à l'essayer. C'est une carte qui va, à mon avis, faire partie des cartes qui vont être le plus sympa à tester, le plus agréable à tester. Donc voilà, je pense que ça va être très très cool. Le héros volage, la légendaire prêtre de l'extension, qui invoque... Alors, elle a une mécanique un peu particulière, mais c'est une des mécaniques, je trouve, qui est la plus recherchée, la plus travaillée sur toute l'extension et sur globalement sur la plupart de ce qu'on fait à Blizzard dans Hearthstone. Donc une carte que je trouve extrêmement intéressante, extrêmement travaillée, qui me plaît beaucoup. Ça invoque une copie 1-1 de chacun de vos autres serviteurs. Ce qui veut dire que par exemple, si vous avez une Sylvanas et un Cairn sur le board, vous allez avoir une 1-1 qui pourra voler une créature quand elle mourra, et un Cairn qui pourra faire une 4-5 quand elle mourra. Sur le papier, c'est très bien. Sur le papier, c'est très beau, c'est très fort, etc. Malheureusement, avoir un board vraiment solide dans Hearthstone, avec des gros râles d'agonie, des cartes qui auront un vrai impact en étant transformées en 1-1, c'est compliqué, c'est très rare, c'est très difficile à faire. Enfin,
y a énormément de conditions. Honnêtement, pour tirer une bonne valeur de cette carte, je vais pas dire que c'est à la limite de l'impossible, mais c'est très difficile. Et vos adversaires, de façon générale, seront capables de vous en empêcher, je pense. Donc à mon avis, cette carte sera peu ou pas jouée. Il y aura énormément de tests avec, et à mon avis, on va se rendre compte que c'est un peu trop lent, un peu trop bancal, et qu'il y aura mieux tout simplement dans son slot. Voilà. Mais un excellent concept à travailler et à pousser. Le fameux. Celui qui a déchaîné Twitter au point où Ben Brode, est allé répondre sur Twitter sur pourquoi ils avaient fait cette carte. Ragnaros, le porteur de lumière. Alors il faut savoir que le but de l'extension Murmure des dieux très anciens, c'est de créer un espèce de monde imaginaire où tout est un peu distordu par rapport au monde de World of Warcraft et de Hearthstone en général. Donc ce Ragnaros porteur de lumière, c'est un espèce de petit clin d'œil au fait que tout est corrompu, sauf lui qui du coup passe du côté lumineux. Et c'est assez marrant, il y a des gens, on va dire des lore addicts entre guillemets, qui sont les gens qui sont très très attachés aux légendes et aux mythes de Warcraft, qui se sont un peu insurgés contre cette carte. Franchement, le but de Hearthstone, c'est quand même au final d'avoir une vue plus fun sur les mythes de Warcraft. Donc pourquoi pas, c'est sympathique. La carte en elle-même, c'est difficile à dire. Ça va dépendre un peu encore une fois, du BGH. Si le BGH est gardé dans son état actuel, une 8-8 pour 8, ça va être difficile à jouer, à moins d'avoir un effet vraiment fantastique. Certes, son effet est bon, son effet est très correct, mais il est déjà conditionnel, c'est-à-dire en général vous allez vouloir vous soigner vous pour 8 points de vie, c'est très rare que vous vouliez soigner une créature pour 8. Donc l'effet est assez conditionnel parce qu'il faut que vous n'ayez pas d'autres créatures blessées sur le board pour être sûr de vous soigner vous. Et l'effet n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus game changer dans la plupart des cas. Donc voilà, une carte difficile de dire si elle sera jouée. Éventuellement en paladin contrôle, on pourrait l'avoir. Donc ça peut être intéressant. Le Twilight Flamecaller. Alors, l'invocateur de flamme du crépuscule, quelque chose dans ce goût-là en français, qui inflige, c'est pour 3 une 2-2, qui inflige 1 dégât à toutes les créatures adverses. C'est un très bon outil de board control en early game, qui sera... Alors, à mon avis, cette carte sera jouée si on a un archétype mage, on va dire un peu plus contrôle que ce qui existe actuellement. Ce qui est envisageable avec les autres cartes mages qu'on a vues, notamment Kabbalist Tome, la 5-5 pour 6 qui invoque une créature qui coûte 3, dont le nom m'échappe. Mais voilà, c'est possible qu'on voit un archétype mage un peu plus mid, et celui-là serait très bien pour faire un peu de board control early. C'est un peu une combinaison entre une créature et une explosion des arcanes. C'est une carte que j'aime énormément. Je pense qu'elle a beaucoup de potentiel. Après, ça va beaucoup dépendre de la méta. Est-ce qu'il y aura beaucoup de petites créatures à 1 point de vie, etc. À voir. Mais c'est une carte qui, même si elle n'est pas jouée dans cette méta, elle sera peut-être jouée dans la prochaine ou dans celle d'après, mais elle verra à un moment ou à un autre, il y a un deck qui utilisera cette carte, j'en suis persuadé. Par contre, des decks qui utiliseront cette carte, j'attends de les voir. Parce que, putain, il n'y a jamais rien eu d'aussi mauvais dans l'histoire de Hearthstone que cette carte. Voilà. Enragé du magma par rapport à cette carte, c'est très très fort. Même la dague empoisonnée du voleur, la lame empoisonnée, c'est plus fort. Pour 5, vous avez une arme 2-2. Donc, bon, catastrophe, etc. Râle d'Agonie replace cette carte dans votre main. Magnifique, vous allez pouvoir rejouer une arme 2-2 pour 5 à l'infini. Donc prendre des quantités massives de dégâts à l'infini. C'est injouable. J'ai même pas les mots pour décrire à quel point c'est injouable en fait. Voilà. Je sais que c'est le but de cette vidéo, de vous dire pourquoi les cartes sont jouables ou injouables. Mais celle-ci, il n'y a pas de pourquoi, c'est juste... C'est catastrophique. C'est une catastrophe. La marque Discharge. Alors, Yasharaj, comme vous voulez. On le prononce comme vous voulez. Donne à une créature +2/+2
Et si c'est une bête, vous piochez une carte. Alors, on est Blizzard, on push l'archétype bête. Toujours. Bon, si archétype bête, un jour il y a, cette carte est très très forte. +2/+2 pour 2, correct, on va dire. C'est pas jouable, mais correct. Le fait de piocher une carte, en fait, avec ce genre de carte, c'est extrêmement important. Parce que les buffs, les boosts, de façon générale, le problème, c'est que ça prend une place dans votre main qui est parfois un peu gênante, etc. Qui peut bloquer un peu votre main. Donc celle-là, en fait, vous pouvez, pour 2, vous pouvez tout simplement, si vous voulez vous en débarrasser, vous pouvez la cycler, piocher une carte sur une bête un peu random. C'est pas très grave. Elle n'a pas besoin, en fait, d'être placée sur la meilleure créature possible, etc. Ce sera jamais perdu. Même si vous faites silence, même si machin et trucs, vous avez pioché votre carte, vous êtes content. Donc, c'est un des meilleurs boosts du jeu, à mon avis. Mais c'est conditionné par le fait de jouer l'archétype bête, ce qui en l'état actuel des choses est assez peu probable, mais on va voir. La carte est très bonne. Infesté. Confère à vos serviteurs Râle d'agonie. Ajoute une carte bête aléatoire dans votre main. Donc en gros, toutes vos cartes deviennent, en plus d'être elles-mêmes, des tisseuses. C'est intéressant. C'est très très intéressant. Et encore une fois, on essaye de pousser cet archétype chasseur-contrôle. Cet archétype chasseur Râle d'agonie, on essaie de le pousser. Bon, fin de la mort disparaît, mais on a vu... alors il y a une nouvelle carte dont je ne vais pas parler ici, mais qui vient de sortir en chasseur, qui est la princesse Uhuran, la légendaire, qui pourra permettre d'activer les râles d'agonie de vos bêtes. Donc il va y avoir des possibilités avec cette carte. Il va y avoir moyen d'essayer de jouer cette carte. Après, chasseur-contrôle, comme on le sait, le problème fondamental, c'est le pouvoir héroïque. Il n'y a rien actuellement qui compense totalement le fait que votre pouvoir héroïque soit drastiquement plus faible que les autres dans un archétype contrôle. Voilà. Et c'est ce qui fait que pour l'instant, chasseur contrôle n'est pas vraiment jouable. Et à mon avis, cette carte ne compense pas le fait que votre pouvoir héroïque est plus faible, tout simplement. Même si la carte est intéressante. La chose venue d'en bas. Une des meilleures cartes de l'extension, si ce n'est la meilleure en termes de qualité pure. C'est pour 6 une 5/5 qui coûte 1/1 pour chaque totem que vous avez invoqué. Je dis bien invoqué et pas joué. La nuance est importante. C'est-à-dire, vous faites un totem avec votre pouvoir héroïque, cette carte baisse de 1 en coût. Vous, c'est tout pendant toute la partie. Hein. Vous invoquez un golem totémique de votre main, pareil. Vous mettez le morse qui invoque les totems, pareil. Ce qui veut dire que très fréquemment, cette carte, tour 4, vous pourrez la poser. 5/5 taunts pour 4. C'est pas mal sur le tour 4, c'est très très fort. Ok. Maintenant, on arrive dans une situation où vous êtes late game. Vous êtes contre druide, vous avez peur de la combo. On va admettre que la combo soit pas nerf. Hop, vous piochez cette carte, elle coûte 0 hein, en late game toujours. Vous piochez cette carte au tour 12, 13, hop, vous la jouez 0 pour 5/5 taunt. Le mec passe plus jamais. Donc c'est une carte très forte en early game, très forte en late game. C'est extrêmement puissant. Et ça va permettre de pousser les archétypes shaman mid. À mon avis, c'est... Ouais, comme je l'ai dit, c'est extrêmement puissant. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer cette carte et de pouvoir enfin rejouer un peu shaman mid et pas que du shaman aggro. L'apothicaire du culte. L'apothicaire du culte, c'est une carte qui... alors au début, on a tous pensé que ça allait être très mauvais. On a un peu plus réfléchi à la carte. Et au final, 4/4 pour 5. Bon, les stats sont pas si mauvaises. On va comparer au healbot parce que c'est quand même le point de comparaison le plus logique. Si on compare au healbot, il a des meilleures stats. Les stats sont très corrects. Le healbot était très faible. 4/4 c'est quand même bien meilleur. Il suffit que votre adversaire si votre adversaire a 4 créatures, vous avez un healbot. Okay, si votre adversaire a 3 créatures, vous rendez 6 points de vie, ce qui est déjà très bon et généralement suffisant. À partir du moment où votre adversaire a 2 créatures ou moins, c'est faiblard. Mais généralement, vous allez jouer ça dans des decks où vous allez vous faire agresser. Et donc votre adversaire aura du board. L'exception à tout cela étant Mage Freeze, donc cette carte sera un peu conditionnée par la puissance de Mage Freeze également dans la méta. Mais
dans la plupart du temps, votre adversaire aura du board quand vous allez jouer cette carte. Très fréquemment en tout cas. Et donc ça peut ne pas être mauvais. Mais, alors je suis allé un peu en ladder, j'ai testé un peu, j'ai regardé quand je jouais Healbot, à quel moment la carte était posée, etc. Très souvent, c'est quand même quand vous êtes en situation de reprise de board, en train de revenir dans la partie, et donc votre adversaire a de moins en moins de board. Et donc l'apothicaire du culte, en fait, justement, il est un peu le cul entre deux chaises, en fait. C'est-à-dire que si votre adversaire est en suragression, c'est pas ses stats qui vont permettre de vous sauver, quoi. Et si votre adversaire n'est plus en phase d'agression, mais qu'il est en phase, j'essaye de top deck du burst pour te finir parce que tu as quasiment plus de points de vie, bah c'est très faible, parce que votre adversaire à ce moment-là, il aura au maximum une ou deux créatures sur le board, vous allez vous rendre très peu de points de vie, et autant jouer un prophète, quoi. Donc, voilà. Je pense pas que cette carte sera très forte, mais comme on n'a plus beaucoup de soins dans le jeu, allez savoir, ça peut peut-être être quelque chose, on sait jamais. Le sang du très ancien, quelque chose comme ça, je n'ai pas la carte en français. Alors, c'est une 9-9 pour 9, si vous en avez deux sur le board, ça invoque une 30-30. C'est fun, c'est un peu le même concept que Voltron ou VO7 TRON. C'est sympa. C'est des decks, on aura ça fera du Trolldon, ça fera de la vidéo, du Hearthstone Champagne pour la chaîne Tolkien Marmotte. Mais c'est exécrablement mauvais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y aura des choses marrantes à faire avec cette carte. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Ça par contre c'est très fort. L'invocateur du crépuscule. C'est une 1-1 pour 4. Ça invoque une 5-5. Bon, c'est pas sans rappeler l'œuf nérubien. Alors, qu'est-ce que ça a de mieux et qu'est-ce que ça a de moins bien que l'œuf nérubien? Ce que ça a de mieux, c'est que ça peut attaquer et vous n'avez pas besoin de boost pour le proc. Et ça, c'est très très important. Ce que ça a de mieux également, c'est que c'est une 5-5 et pas une 4-4. Donc les stats, ça peut être très important. On sait que 4 points... La différence entre 4 et 5, c'est généralement, on cite le Yeti en exemple, la différence entre 4 points de vie et 5 points de vie, c'est massif. C'est très 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 important et très difficile à gérer pour beaucoup de classes. Donc, ça c'est les pour. Les contre, bah, tout simplement, ça coûte 4. C'est donc le double du prix, c'est quand même beaucoup plus lent à se mettre en place que l'œuf nérubien. Donc pour moi, c'est quand même un œuf nérubien, on va dire, légèrement nerfé. Légèrement nerfé parce que l'œuf nérubien était trop fort, à mon sens, dans beaucoup de decks. Donc une excellente carte. Une carte très 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 bien équilibrée. Ils ont pris leurs erreurs, alors l'œuf nérubien c'était pas une erreur, mais on va dire leurs erreurs du passé, et ils en ont fait quelque chose. Ils ont retravaillé dessus et ils se sont dit on va en faire quelque chose de plus équilibré. Ça a donné ça, et ça c'est une carte qui est très intéressante, et je pense qu'on la verra dans pas mal de decks. Pour l'instant c'est difficile de dire dans quoi, mais il y aura des decks qui joueront cette carte, ça je peux vous le garantir, c'est une excellente carte. L'ancien héros. Alors on arrive dans quelque chose qui est... Blizzard, en fait, rentre petit à petit dans ce qu'on appelle les tuteurs. C'est pas exactement un tuteur, mais ça s'en rapproche. Un tuteur, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller chercher dans votre paquet de cartes une carte en particulier et de la ramener dans votre main. Ça existe dans presque tous les TCG, et généralement, c'est ce qui engendre petit à petit le fait que les jeux sont broken. Voilà, pour dire le mot. Donc petit à petit, Blizzard s'avance quand même dans les tuteurs. Ça ressemble très fortement à un tuteur, parce que ça vous permet d'aller chercher une carte qui coûte 10. Des cartes qui coûtent 10 dans votre deck, généralement vous allez en avoir une. 2 maximum si vous êtes un grand fou. Mais voilà, cette carte peut vous permettre d'aller la chercher. Mais ça demande un travail énorme. C'est-à-dire c'est au début de votre tour, donc il faut que ce soit une 4-6 pour 6, donc des très mauvaises stats. Il faut que ça survive. C'est compliqué, donc évidemment il y a la mécanique de camouflage, mais est-ce qu'un voleur va avoir envie de jouer une carte qui coûte 10 cristaux de mana? Je ne pense pas. Donc pour l'instant, c'est difficile à mettre en place. C'est encore, Blizzard n'a pas envie de s'aventurer, je pense, trop loin dans cette mécanique de tuteur.
Donc ils donnent un peu ça, ils vont voir un peu ce que ça donne. Si les gens arrivent déjà à en faire des trucs cassés, bah, ils vont vite faire marche arrière. Et sinon peut-être que bah, petit à petit ils vont continuer à nous donner à manger dans cette veine-là. On va voir. C'est une carte qui... Voilà, c'est une carte niche, peut-être intéressante. Il y a des choses à faire, des choses à tester, on verra. J'y crois pas trop personnellement. Mais on va bien voir. L'épouvanteur. L'épouvanteur. Stat catastrophique. 6-7 pour 8, c'est très mauvais. Combien de fois dans votre vie sur Hearthstone vous avez attaqué plus de 2 fois avec une créature? Je peux vous assurer que c'est assez peu, statistiquement. Donc ça veut dire qu'au maximum, vous allez... Donc si vous gagnez une fois plus 2, c'est une 8-9. Donc déjà, même si vous avez tué une créature, les stats sont encore mauvaises. Il faut que vous tuiez 2 créatures pour commencer à arriver sur quelque chose d'à peu près correct. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez attaqué 2 fois. Et ça, c'est extrêmement rare. En plus de ça, une fois que vous aurez attaqué 2 fois, bah, votre créature sera très très affaiblie. Donc bah, c'est très mauvais. C'est très très mauvais. Et enfin, Yasharaj, la rage déchaînée. À la fin de votre tour, place un serviteur de votre deck sur le champ de bataille. Je suis très déçu de cette carte, pour être honnête avec vous. Je suis très déçu de cette carte. Parce que pour moi, les dieux très anciens, il fallait qu'il y ait un truc vraiment incroyable, quoi. Fallait que ça pète, fallait que ça, quand ça arrive en jeu, fallait que ça fasse un truc de fou. Setun, ça fait, ça explose de partout, ça fait des dégâts à tout le board, machin. Enzot, ça fait revivre tout votre board, vous avez un truc de fou qui se passe, machin. Yogg-Saron, c'est des explosions partout, le chaos. Et lui, il invoque une créature par tour. Voilà. C'est un peu le variant du pauvre combiné à bah, toutes les cartes qui invoquent des créatures un peu... ouais. C'est très très moyen. Bon, c'est à la fin de votre tour. Donc ça veut dire que le tour où il va arriver en jeu, vous allez invoquer une créa. Pourquoi pas, vous me direz. 10-10 pour 10, c'est plutôt des bonnes stats. Donc c'est pas mauvais. Si vous partez sur un archétype dont le but est de construire un deck un peu autour de Discharge et de sortir petit à petit vos créatures très fortes et très résilientes et très solides sur le board grâce à lui, pourquoi pas. Après, vous allez être, il peut vous rendre très vulnérable au clean de board, il peut vous rapprocher de la fatigue, il peut tout simplement, au moment où vous le jouez, vous faire perdre la partie parce que bah, c'est trop lent sur un deck agressif ou sur une combo. Donc c'est très lent. Contre les decks contrôle, ça va généralement vous rapprocher de la fatigue et ça va pas survivre un tour. Ouais, j'y crois pas trop à cette carte. Donc non seulement pour moi elle est décevante sur le plan visuel et tout simplement du mythe qu'elle engendre, et elle est également décevante sur la puissance réelle de la carte et l'utilité de la carte. C'est ouais, voilà, c'est la grosse déception des dieux très anciens, je dirais, Yasharaj. Mais bon, c'est pas très grave. Les 3 autres sont assez cool. Donc bah, faire un petit raté, c'est pas trop grave. Et peut-être, allez savoir, peut-être qu'il y aura des decks où il y aura suffisamment de créatures résilientes et où le deck sera suffisamment solide pour que cette créa soit jouée. On sait jamais. On espère. Si les 4 dieux très anciens étaient joués, ça serait cool. Bon, Yogg-Saron, on n'y croit pas trop. Mais... ce sera pour la prochaine vidéo d'ailleurs, Yogg-Saron. Si cette vidéo vous a plu, j'espère que vous irez regarder la prochaine, où il y aura évidemment Yogg-Saron, le 4e dieu très ancien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.